Bonjour et bienvenue à cette 8e édition du B2B Summit dans un contexte sanitaire où il est de plus en plus difficile d'atteindre ses objectifs commerciaux et marketing. Nous allons voir comment adapter son approche commerciale et marketing B2B aux évolutions du marché. Après 10 ans de transformation, on ne se repose toujours pas. Direction marketing et commercial vont devoir combiner entre évolution et révolution. Elles vont devoir innover pour s'adresser à des prospects de plus en plus sollicités, dont les attentes à l'égard des marques sont de plus en plus importantes, de plus en plus fortes. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui 3 grands experts qui vont nous en dire un peu plus et qui vont nous aider surtout à y voir beaucoup plus clair. Avec nous, Emmanuel Servet, Global Head of Marketing chez Woodrive, société IT qui surfe sur la vague digitale. Michael Flautre, directeur de l'expertise média à la Poste Solutions Business, un grand groupe qui se doit, lui, d'innover. Et Isabelle Defay, responsable d'agence chez Winbound, une agence qui porte la voie de la transformation. Bonjour à tous les 3. Bonjour. 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 Je vous propose de faire un petit tour de table et de nous dire un petit peu quel regard vous portez sur l'évolution des pratiques marketing et commerciales B2B depuis quelques mois et aujourd'hui surtout en cette période de crise sanitaire, s'il vous plaît. Donc on va commencer par Emmanuel peut-être qui est en visio avec nous. Absolument, avec grand plaisir. Alors oui, on est effectivement depuis quelque temps, depuis maintenant, je dirais, sur une mouvance de quelques années. Alors, je sais qu'on veut zoomer sur les quelques mois qui précèdent cette conférence, mais depuis quelque temps déjà, évidemment, l'évolution des réglementations, l'évolution aussi des différentes pratiques nous a amené en fait à délaisser définitivement les pratiques désuètes évidemment du marketing dit de masse pour s'orienter vers une communication et une approche en fait de nos cibles beaucoup plus pertinente, beaucoup plus efficace et beaucoup plus précise. Et ça, c'est un mouvement qui évidemment s'accélère aujourd'hui pour tout un tas de raisons que l'on va certainement développer, mais qui nous a amené en fait à 2 choses, je dirais. Ça nous a amené à réfléchir, et ça vaut autant pour le commerce que pour le marketing, beaucoup plus précisément à nos cibles, à nous forcer en fait à les connaître de façon beaucoup plus précise et efficace, à être dans une segmentation plus fine et à être vraiment très précis sur les messages que l'on adresse à nos cibles. C'est ce que finalement moi j'ai appelé il y a quelque temps déjà un marketing et une approche commerciale, je dirais de respect, probablement beaucoup moins intrusive évidemment qu'elle ne l'a pu être précédemment. Ce que j'appellerais aussi un marketing de précision que l'on développe et que l'on met en place, qui a vraiment un effet important en termes d'efficacité. Évidemment, les 3 derniers mois, puisque vous y faisiez référence, n'ont fait que renforcer ces démarches-là. Curieusement, je dirais que la mise à distance avec nos cibles, ou la mise à distance de nos cibles, puisque tout le monde se trouve, la preuve en est aujourd'hui, à travailler de façon virtuelle souvent et en mode distant, a renforcé pour moi la nécessité de créer du lien et du lien avec nos cibles. Et donc, on va, je dirais, je ne sais pas si c'est le moment de le développer ici, mais en tout cas, on va encore plus loin dans l'approche fine, je dirais l'approche haute couture que l'on peut avoir avec nos personas et avec nos cibles. Isabelle, tu confirmes ? Je confirme tout à fait. Je confirme tout à fait et j'ajouterais même qu'il y a une évolution majeure. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui disait que les 6 derniers mois ont fait faire un bond de 6 ans en fait aux entreprises, notamment françaises, dans les stratégies digitales. Oui. Et aujourd'hui, peut-être encore plus que jamais, le digital, ça devient une des pierres angulaires pour les entreprises. On ne se pose plus la question du pourquoi est-ce qu'on devrait y aller, mais du comment est-ce qu'on doit y aller. Et effectivement,
ce qu'évoquait Emmanuel avec cette nécessité de bien connaître les cibles, de s'adresser avec respect et de ne pas être dans un marketing intrusif et dans une nouvelle relation commerciale aussi. Le distanciel a bousculé beaucoup de choses. Ce sont des nouveaux enjeux auxquels les entreprises doivent faire face, auxquels elles doivent s'adapter. Et ça passe par le fait de prendre en compte de nouvelles technologies, une nouvelle façon de gérer de la data, et puis une nouvelle façon effectivement d'interagir et de comprendre nos interlocuteurs, notamment en B2B. Emmanuel, vous portez le même regard là, sur ce qui est en train de se passer depuis quelques temps sur les pratiques marketing. On va dire un marketing qui est extrêmement axé client, pour résumer ce que vous dites. Marketing axé client, beaucoup moins intrusif, beaucoup plus ciblé pour que le message arrive à la bonne personne et surtout qu'il soit lu, parce que c'est beaucoup de travail de produire des messages de qualité. S'ils ne sont pas lus, ça n'a pas beaucoup d'intérêt en termes de ROI. Michael? Ah oui, excusez-moi, comme vous avez dit au début. Oui, tout à fait. Je vais juste repréciser un petit peu. Nous, on revient de beaucoup plus loin parce qu'on a une grande et vieille maison qui, ce n'est pas qu'un slogan, a tous les Français et toutes les entreprises comme clients, mais qui a eu un défaut pendant longtemps, c'est d'être beaucoup dans de l'appel entrant, c'est-à-dire d'avoir de la sollicitation de la part de ses clients. Donc, il y a eu un pivot qui a été fait il y a quelques années, mu par la nécessité de créer aussi de nouveaux produits et de nouvelles offres, car ça ne vous a pas échappé, il y a de moins en moins de courriers dans votre boîte aux lettres, il y a beaucoup de vos factures et autres courriers transactionnels qui ont été dématérialisés. Donc, il a fallu transformer nos offres, et qui dit transformer nos offres, c'est partir à la conquête de nouveaux clients. Et ça a été un vrai gros changement. Et comme tout le monde, on s'est attelé aux réseaux sociaux, à LinkedIn et autres, mais très vite, on a constaté que ça ne suffisait pas, parce que quand on est cette grande maison qui a pléthore de produits, pléthore de filiales, d'entités, notre message est brouillé. Donc, je rejoins Isabelle sur le côté marketing de précision. Donc, on a des produits mais bien identifiés qui vont être les bons clients pour chacun de ces produits. Et je rajouterai un marketing de la preuve. C'est-à-dire que toute cette transformation dont je vous parle, elle est noyée dans nos flux d'informations et nos clients, nos prospects d'aujourd'hui et de demain n'ont pas conscience de tout ce qu'on peut leur offrir comme solution et comme service. Donc, il faut qu'on dote nos équipes de preuves, d'éléments de preuve, et pourquoi pas utiliser bien évidemment le courrier en lui-même pour apporter la preuve auprès des clients, et c'est un peu la solution qu'on a identifiée autour de l'ABM, mais également un marketing de la créativité. C'est-à-dire qu'on est tous sursollicités. Avant d'être dans ce beau groupe La Poste, j'étais chez Coca-Cola. Autant vous dire que toutes les agences, tout le monde voulait travailler avec moi, parce que quand on voit Coca-Cola, on voit les budgets qui sont derrière. Mais je ne pouvais répondre à toutes les sollicitations. Et quelque part, je faisais un tri par la créativité également et par la personnalisation du message qu'on m'adressait. Et pour finir sur cette période a été très propice au change management de nos équipes. Ça a accéléré tout le monde à s'embarquer sur Teams, à s'embarquer sur les outils, les bons outils pour échanger avec nos clients. Et ça a été un formidable accélérateur, je suis d'accord. En 6 mois, on a souvent gagné 6 ans. À l'échelle de la Poste, en 6 mois, on en a souvent gagné 10, pour être un peu plus humoriste. Emmanuel, au regard de cette évolution, quels sont selon toi les enjeux, les défis qu'il va falloir relever dans les prochains mois? Alors, ils sont de taille, mais ils sont dans la même mouvance. Alors déjà, je rejoins évidemment ce qui vient d'être dit sur la précision et la pertinence, et je ne peux que souligner ça. Il est évident, je reviens sur la sursollicitation des cibles. C'est vraiment un point clé parce que effectivement, quand on parle de créer du lien entre une marque et une audience, encore faut-il que ce lien soit accepté.
pour qu'il soit accepté par cette cible qu'on a bien définie, qu'on a pris du temps effectivement à détailler, il faut effectivement que l'on soit pertinent en termes de message, mais aussi en termes de timing et aussi en termes de ton. C'est-à-dire qu'il faut vraiment effectivement avoir suffisamment travaillé ce mode de communication et cette cible que pour ne la solliciter peut-être qu'une seule fois, mais de la façon la plus pertinente qui soit et exactement comme elle l'attendrait en fait. Donc ça, c'est vraiment important. Et le défi évidemment d'importance aujourd'hui, c'est qu'il va falloir continuer à faire de la sorte alors que nos cibles sont majoritairement en fait en ce moment en train de télétravailler, sont majoritairement éclatées et surtout se retrouvent finalement à être au sein de leur sphère privée. Alors imaginez déjà, on parlait de sursollicitation et de nécessité de ne pas trop effectivement déranger des cibles sursollicitées quand elles étaient sur leur lieu de travail. Que pouvons-nous dire quand ces cibles sont dans leur sphère privée? C'est à la fois une contrainte supplémentaire parce qu'il faut encore plus, je dirais, de respect et de non-intrusion et donc il faut développer des techniques qui sont encore plus créatives. Là, c'est là où il faut vraiment trouver en fait une façon de rentrer dans cette sphère privée tout en la respectant et en ayant effectivement notre cible qui l'accepte, encore une fois. Et c'est à la fois, je dirais, une opportunité parce qu'on peut aussi, et je pense qu'on pourra décliner des exemples plus tard, on peut aussi utiliser cette opportunité de communication pour parler à nos cibles en associant un message à destination de leur sphère privée également. Par exemple, je cite juste un exemple, on y reviendra certainement plus tard. On avait eu à parler de signature électronique, par exemple. Eh bien, on a fait le lien entre la signature électronique, par exemple, les stylos, etc., et la rentrée des classes. Je ne vous en dis pas plus parce qu'on détaillera peut-être cela plus tard. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la période actuelle est un renforcement nécessaire de ce marketing de respect, de précision et humain, bien sûr, et un renforcement nécessaire et une opportunité de créer des liens encore plus forts, différents et encore plus ancrés, puisque également ancrés dans la sphère privée de nos cibles. Donc, pertinence, précision et le bon timing, hein, pour que le message arrive au bon moment. Oui. Et plutôt smart, hein, ce lien entre la signature électronique et les stylos de la rentrée des classes, c'est ça, hein? Ah ben, le message était assez simple. On voulait promouvoir en fait notre offre de signature électronique parce que c'est le bon moment, parce qu'on l'a tous dit, aujourd'hui effectivement c'est une accélération de la digitalisation de la workspace en général, donc il faut évidemment pouvoir tout faire de façon dématérialisée, y compris pouvoir signer les documents. Donc c'était évidemment quelque chose, une offre d'actualité dont les entreprises nous réclament évidemment beaucoup d'évolutions et de fonctionnalités, donc il s'agissait effectivement de la proposer. Et on s'est dit, ayons une approche, on prône beaucoup chez WooDrive, en tout cas c'est un petit peu le ton que l'on emploie, beaucoup l'humour, on y reviendra peut-être aussi plus tard. C'est une façon pour nous, parce qu'on traite de sujets assez sérieux, assez associés à la sécurité, donc potentiellement anxiogènes, donc on pense qu'il faut parfois prendre le contre-pied aussi des sujets que l'on porte. Donc on s'offre en fait la liberté d'avoir un petit peu d'humour et on pense que ça crée aussi un capital à la fois de confiance et de sympathie avec nos cibles. Et donc, autour de cette signature électronique, on a envoyé évidemment un petit document qui expliquait les résultats d'une étude sur le sujet, mais on en a profité également pour dire, contrairement à vos enfants potentiellement, ou contrairement aux enfants qui s'équipent pour la rentrée des classes, vous pouvez maintenant vous débarrasser de vos stylos, et on a envoyé une boîte de crayons en chocolat. Donc imaginez cette boîte de crayons en chocolat, évidemment c'est le symbole on n'a plus besoin de stylos puisqu'on signe de façon électronique. Et en plus, c'est du chocolat qu'on peut partager et distribuer chez soi. Donc c'est bien sûr quelque chose qui permet aussi de ramener un petit peu son travail à la maison, d'en parler. Et du coup, on crée ce lien qui est très fort. Et si par l'objet, puisque évidemment là on parle d'un objet qui est envoyé, donc ça va ravir évidemment Michael, voilà. Mais on pense que l'objet est un vecteur évidemment de communication très fort aujourd'hui, parce que justement peut-être insuffisamment utilisé ces derniers temps et donc il est maintenant précieux.
est toujours agréable de trouver dans sa boîte aux lettres autre chose qu'une facture, et c'est très rare. Voilà. Une bouffée d'oxygène dans un monde anxiogène, pour ne pas faire de vilain jeu de, Oui, jeu de mots. et une bouffée de physique dans ce monde d'un peu trop digital et virtuel qu'on favorise par ailleurs. Alors, La Poste, c'est un groupe énorme, hein, peut-être l'un des groupes les plus importants en termes de nombre, en termes de salariés en France. Donc tout le monde se pose la question comment la Poste est capable aujourd'hui de s'adapter à tout ce qui est en train de se passer, se dérouler, à tous ces changements. Est-ce qu'un groupe de la taille de la Poste peut être innovant, créatif, tout en restant agile? Alors oui, et heureusement, j'ai envie de dire, parce que effectivement, c'est des gros chiffres. On est 250 000 collaborateurs. C'est le deuxième employeur après l'éducation nationale. Donc c'est énorme. Et on fait face à des défis majeurs. On en a parlé tout à l'heure, le courrier, la baisse drastique du courrier. Et pour faire face à ça, on se base tout simplement sur notre histoire, sur nos assets. Comment transformer notre capital humain, ces hommes, ces femmes qui tous les jours vont au contact des clients, des consommateurs, ces lieux de passage, 17 000 bureaux de poste à travers le territoire, qui sont autant de points de contact possibles et souvent le seul pour certaines villes, certains villages, et cette puissance logistique d'acheminement de plis, de colis, de tout ce que l'on veut entre un point A et un point B, une marque et ses consommateurs. Donc, fort de ça, il a fallu innover et imaginer de nouveaux produits et de nouveaux services. Je reviens sur ce point-là. Et c'est par l'innovation qu'on arrive à s'adapter. C'est par l'innovation qu'on emmène l'ensemble du système à de nouvelles approches, de nouvelles stratégies commerciales, de nouvelles organisations. On est obligé bien évidemment de s'adapter. On a plus de 2000 commerciaux face à face sur le terrain. Et il a fallu les former, les accompagner dans ce changement. Et pour preuve de notre créativité, de notre innovation, on est tout le temps en train de mixer le print, le monde physique avec le digital, comme le disait Emmanuel. On ne peut pas dissocier l'un et l'autre, et surtout, on ne veut pas opposer l'un et l'autre. C'est toujours facile de dire le courrier c'est sale, le courrier ça pollue, etc., tant qu'on n'a pas analysé le circuit virtueux d'un courrier et qu'on n'a pas analysé également le circuit créatif du digital. Et on voit que les deux consomment, bien évidemment. À nous de bien mixer et d'utiliser le bon outil pour le bon interlocuteur au bon moment, comme le disait tout à l'heure Emmanuel. Donc, on s'adapte par l'innovation, on innove par la créativité et par le fait qu'on est toujours en train d'aller chercher des nouveaux clients, des non-clients, quelque part, de certaines de nos solutions. Clairement, on parlait tout à l'heure du monde physique. Il y a encore quelques mois de cela, dire à une marque que son seul moyen de rentrer en contact avec ses consommateurs pour faire tester et goûter ses produits, c'était le courrier, on prêchait un petit peu tout seul dans le désert. Aujourd'hui, avec le contexte du Covid, c'est devenu une vraie réalité. On ne peut plus échantillonner en point de vente, on ne peut plus échantillonner dans la rue. Quelqu'un avec un masque qui vous tend quelque chose, vous vous barrez. C'est pas rassurant, c'est pas safe. Et donc, il a fallu innover autour de nos offres et aller trouver les bons interlocuteurs. Et pour ça, rien de mieux que de les mettre face à l'exemplarité, la preuve par l'exemple, pardon. Et on a envoyé, et on continue à le faire fréquemment, on envoie des box de produits à des marques. Donc, je suis Coca-Cola, je peux en parler, j'y étais, et je vais recevoir une box avec un échantillon de Coca-Cola, ne serait-ce que pour démontrer qu'effectivement, ça peut marcher, que ça génère l'émotion et ce que l'on veut générer au travers d'un envoi, d'un courrier ou d'un échantillon. Et ça, il a fallu travailler beaucoup avec des équipes, et là, la Poste sait, avec humilité, s'entourer avec des partenaires pour adresser le bon message et surtout adresser la bonne personne pour ne pas tomber vulgairement, quand je m'appelle La Poste, aux services généraux, c'est pas moi qui colle les timbres. Donc, c'est un gros enjeu, mais encore une fois, notre force, ça va être de se faire épauler
par des experts de ces différentes approches marketing. Ouais, donc on se digitalise, on se transforme sans oublier ses fondamentaux, sans oublier d'où on vient. Il y a le couple papier digital qui fonctionne très bien, hein, c'est un petit peu comme le couple présentiel digital, hein, l'un ne va pas sans l'autre. On a tendance à vouloir passer de l'un à l'autre en oubliant l'autre, mais ça ne fonctionne pas comme ça et on constate hein, dans les combinaisons présentiel digital ou papier digital, comme vient de le dire Michael, que ça peut fonctionner. Donc ne pas oublier les fondamentaux de là d'où on vient. Ce n'est pas une page qu'on réécrit, c'est une continuité en fait. Hein. C'est une continuité dans l'écriture et dans l'histoire de la Poste, sans oublier d'embarquer les collaborateurs, 2000 commerciaux. C'est pas mal, hein, 2000 commerciaux. Hein. En effet, ça fait du monde. Ça fait du monde. Ça fait du monde à driver. C'est 2000 commerciaux qui vont vendre plus de 500 produits aussi. Ils ont un catalogue de produits qui est juste impressionnant. Hein. Et qui correspondent, je suppose, à des besoins bien précis. Oui, bien spécifiques. Bien précise, ouais. Et surtout, imaginez la gymnastique intellectuelle d'un commercial qui, à 9 h, va voir un élu local, à 11 h, va voir une PME de plomberie, à 14 h, va voir une enseigne de grande distribution, et à 16 h, va aller voir un syndicat d'initiative du tourisme. Et c'est le même commercial dans la journée. Ah ouais, non, c'est génial, ils s'en mettent pas. Ah non, c'est hyper riche, ils ont un métier fabuleux. Ouais, c'est un métier fabuleux. C'est un petit peu comme celui du job de marketeur là, qui a fortement évolué ces dernières années, hein, qui gère la data, qui gère le contenu, voilà, on va dire qui est dans la technologie aussi, qui est sur tous les plans et qui travaille de plus en plus en relation avec tous les départements qui l'entourent et dont les départements commerciaux. Isabelle, comment fait-on pour répondre à des clients et des prospects, comme je le disais tout à l'heure, qui sont de plus en plus sursollicités, mais surtout qui sont de plus en plus exigeants à l'égard des marques? Comme l'ont un peu évoqué Michael et Emmanuel, en fait, effectivement, on se retrouve face à des clients qui ont pris des habitudes qui font quelque part le transfert du B2C vers le B2B, c'est-à-dire qu'on retrouve des habitudes de consommation et d'exigence en B2B qu'on avait l'habitude plutôt d'avoir en B2C. Et ça nécessite pour les entreprises de pouvoir s'adapter à ces enjeux-là aussi. Et finalement, d'apporter, on l'a dit aussi plusieurs fois, d'apporter la bonne réponse à la bonne personne via le bon canal. On entend ici un claim qui a souvent été apporté avec l'inbound marketing. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une réponse qui est de plus en plus adoptée et envisagée, qui est d'aller se consacrer aux comptes qui sont les plus pertinents pour l'entreprise, c'est-à-dire d'aller focaliser ses efforts marketing et commerciaux sur les comptes les plus stratégiques. Et en ça, on est plutôt sur une approche qu'on va appeler l'account-based marketing. C'est quoi concrètement l'account-based marketing? Parce que tout le monde en parle depuis, on va dire depuis 2 ans pour les plus initiés, mais là ça fait quand même 5-6 mois, 1 an qu'on entend parler plus que de ça sur les réseaux sociaux notamment, ou en tout cas dans la sphère marketing, à un point presque d'en oublier des notions d'inbound marketing, de marketing automation et autres, mais je pense qu'il y a... Il ne faut surtout pas les oublier. Il ne faut surtout pas les oublier. Et en fait, c'est très lié. On n'a rien inventé, c'est un peu comme la mode, c'est un éternel recommencement. L'account-based marketing, finalement, c'est quelque chose qu'on faisait précédemment, c'est-à-dire d'aller créer une relation privilégiée avec un compte qui est le plus pertinent pour soi, le plus stratégique pour l'entreprise. La chose qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on peut s'appuyer sur du digital et surtout sur des données et surtout sur une capacité à aller automatiser certaines tâches qui vont faire gagner énormément de temps à la fois au marketeur et au commercial. Et il y a du coup cet alignement entre les deux. Je dirais même au client final, au prospect final. Bien sûr. Qui se retrouve avec des informations beaucoup plus pertinentes. Beaucoup plus pertinentes. Et la différence, juste pour rappeler un peu les 2 grands pans qui sont les points clés sur lesquels on accompagne nos clients chez Winbound, il y a effectivement l'inbound marketing et l'account-based marketing. Ouais. L'inbound marketing, c'est une stratégie qui consiste à faire venir à soi des personnes qui sont en recherche d'informations et de solutions par rapport à une problématique. Donc on va être sur une notion de volume.
peu importe à la limite qui vient, mais en tout cas, on sait que parmi le volume de personnes qu'on va réussir à faire venir à soi, il y aura effectivement des comptes importants qui vont pouvoir devenir clients. À l'inverse, quand je suis en account-based marketing, c'est moi qui décide quelque part d'aller chercher des comptes pour lesquels on sait qu'on a la bonne solution, qui ne nous ont peut-être pas encore identifiés comme tels, mais en tout cas qu'on va aller chercher. Donc la démarche est inverse. En revanche, il y a le même cœur qui est le contenu. Et le contenu de marque, qui soit non pas je suis le meilleur, regardez-moi, etc., surtout pas, qui est ancré en empathie avec la problématique que rencontrent les personnes à qui on veut apporter cette solution. Et ce contenu, il est au cœur, Michael le disait, un commercial qui va effectivement pour la Poste aller rencontrer moult interlocuteurs différents, il faut qu'il puisse être en capacité de répondre à l'ensemble de ces enjeux. Donc les connaître, donc avoir suffisamment de matière, et cette matière, c'est le marketing qui va lui fournir. Donc c'est un enjeu commun, un travail commun et quelque chose qui va permettre effectivement d'aller chercher les comptes les plus stratégiques. C'est pour ça qu'on parle d'account-based marketing. Ouais. On dit marketing, on pourrait parler de sales, on pourrait parler d'engagement, etc. C'est un petit peu galvaudé le fait de le réduire au marketing. Mais c'est un enjeu très fort aujourd'hui pour les entreprises et peut-être même encore plus aujourd'hui. Les commerciaux ne vont plus sur le terrain, on le sait. Donc il faut leur donner les moyens d'aller chercher les comptes les plus stratégiques, donc les bonnes personnes, donc d'identifier qui sera le décideur, qui peut influencer, qui peut à l'inverse être un potentiel frein à une décision et de justement s'adresser à la bonne personne avec la bonne accroche. La bonne accroche. Moi, dans ce que tu dis, Isabelle, c'est ce que je disais un petit peu ce matin, pardon. En fait, on ne cherche pas à vendre son produit, on va aider le prospect à prendre la bonne décision, à acheter, lui donner les informations nécessaires et complètement adapté à son niveau de maturité, ce qui est très compliqué. C'est pour ça on parlait tout à l'heure d'enjeux de la data et de la maîtrise de la donnée. La data, c'est le nouvel or noir des entreprises. C'est-à-dire que si effectivement elles ne savent pas si elles ne savent pas identifier qui sont leurs clients clés, pourquoi est-ce qu'ils achètent leurs solutions, quel est ce qu'on appelle le why, quelle est leur raison d'être et qu'elles ne savent pas le mettre en avant et répondre à la problématique qui est en face, elles ont fait elles se sont trompées de chemin. Donc effectivement, cette donnée et la capacité de voir effectivement comment le contenu est reçu, comment il est consulté, le temps, il y a même des entreprises, aujourd'hui, il y a des solutions qui vont aller calculer le temps d'engagement d'un prospect avec un contenu pour voir s'il est plus ou moins avancé dans son parcours de décision. Tout ça, ce sont des données clés et elles sont à portée de main pour les entreprises. Donc certes, ça nous fait faire, on le disait tout à l'heure, un bond monumental par rapport à ce qu'on avait envisagé, mais le terrain de jeu est génial. Il est génial. D'ailleurs, on n'a pas choisi nos deux invités par hasard parce que tous les deux font partie des sociétés qui sont un petit peu innovantes sur le sujet, qui se sont appropriées cette stratégie d'ABM. Je parle plus de stratégie que d'outils d'ABM. C'est plus une stratégie. Emmanuel, est-ce que tu peux, Emmanuel et Mickaël par la suite, est-ce que vous pouvez nous donner la façon dont vous avez déployé votre stratégie d'ABM? Oui, bien volontiers, bien sûr. Alors déjà, en résonance avec ce que vient de dire évidemment Isabelle, c'est exactement ça. On mesure bien toute l'évolution quand même des pratiques là. Quand on parlait avant effectivement de marketing de masse, donc arroser tout le monde, à l'inbound marketing qui est faire venir à soi les personnes seulement intéressées par nos offres, à l'ABM qui va encore plus loin, où c'est nous qui choisissons nos clients parce qu'on pense qu'on a une adhérence encore plus particulière avec nos offres, on voit le pas et on voit effectivement le chemin en fait que l'on prend pour être dans ce marketing de précision et cette approche commerciale de précision aussi. Donc l'ABM, oui, bien sûr, c'est quelque chose qu'on a mis en place chez Woodrive depuis quelques temps, qui bien entendu se développe au fur et à mesure, mais qui est basé donc chez nous essentiellement sur cette idée de se dire on a des comptes stratégiques et ces comptes stratégiques-là, il faut que l'on déploie en fait une approche marketing encore plus spécifique que pour les autres afin d'être sûr de les capter, de capter leur attention et de leur faire savoir
comment on peut les aider. Donc l'account-based marketing, on ne va pas rentrer dans le détail de tout ce que cela peut être, car c'est vraiment une kyrielle de techniques, comme le disait Isabelle, c'est utiliser beaucoup de data, c'est avoir énormément d'informations sur le compte que l'on veut suivre, enfin, les différents comptes que l'on veut suivre en tier 1, tier 2, tier 3, etc. Mais dans les techniques, en tout cas, d'account-based marketing, l'une d'entre elles, bien sûr, consiste justement à créer un premier lien qui est basé en général sur l'étonnement, sur l'interpellation et sur, comme je le disais tout à l'heure, cette technique qui consiste à porter une attention particulière non seulement à un compte, mais aussi à une personne dans ce compte qu'on a identifié comme étant notre buyer persona numéro 1 ou notre champion numéro 1. Donc ça suppose évidemment d'avoir une très bonne connaissance de ces comptes. Le hook, comme diraient les Anglais, les Américains, Exactement. l'accroche, le crochet, ouais. Exactement, tout à fait. Et donc, à partir de là, l'idée, évidemment, c'est dans toute campagne que l'on va mener, on est, nous, systématiquement, en tout cas quand il s'agit de ces cibles, sur des campagnes de mix, en effet, print et digital. Et pour nous, en fait, très souvent, une façon d'interpeller ces cœurs de cible-là, ces comptes stratégiques et ces personnes, ça commence en général par un objet. Alors, je peux peut-être vous raconter brièvement, si on en a encore le temps, une campagne qui s'est notamment basée sur ce dispositif de mix print et digital et qui a été un succès important. En fait, où Drive venait d'obtenir une qualification additionnelle. C'était un contexte, on va dire, là aussi sécuritaire très précis, où en fait on devait communiquer autour de l'obtention d'une norme qu'on appelle Sectum Cloud, c'est-à-dire qu'on disposait en fait d'infrastructures extrêmement sécurisées pour héberger des logiciels en mode SaaS. Bref, un sujet certes important, mais quelque peu ennuyeux. Et donc, on s'est dit que le message à faire passer vis-à-vis de nos cibles et de nos comptes clés, qui étaient en l'occurrence essentiellement les OIV, c'était de leur dire finalement, voilà, vous avez probablement des contraintes sécuritaires les plus élevées du marché, eh bien, on va vous envoyer quelque chose qui va vous permettre de vous détendre. Et donc, on a identifié les personas clés dans ces comptes et on leur a envoyé une box qui n'avait rien à voir avec les codes couleurs d'Oudrive, donc qui était juste avec des traits bleus, un univers un peu décalé, un peu océanographique. Et à l'ouverture de cette box, qui est arrivée, qui a été remise en fait en main propre aux différentes personnes, ciblées donc, elles se sont retrouvées avec tout un tas d'objets, dont notamment des enceintes, dont notamment des bougies, enfin un mug à thé, enfin tout un tas de choses qui n'avaient strictement rien à voir évidemment avec nous. Et il fallait donc pour ces personnes à la fois avoir la curiosité d'aller fouiller ce qu'il y avait dans cette boîte, en même temps quand vous en recevez une sur votre bureau, vous dites mais qu'est-ce qu'il y a dedans, vous regardez, vous cherchez à comprendre. Et puis il y avait bien évidemment un petit message qui expliquait en fait le lien et surtout le message principal qui était de dire bon, finalement ça y est, vous avez votre mode d'emploi, vous pouvez passer une journée détente, il y a tout ce qu'il faut dans cette box pour vous détendre, confiez-nous vos infrastructures les plus stratégiques, on s'occupe de tout ce qui était ennuyeux, la sécurité, etc., sachant qu'on s'adressait bien évidemment aux DSI des OIV qui ont des contraintes sécuritaires très importantes, qui devaient se dire « Ah oui, je comprends le message, c'est vrai que la contrainte sécuritaire est très forte ». Bien évidemment, cette box permettait à plein de moments en fait, d'aller sur un site avec des QR codes, bien entendu. Par exemple, vous aviez une enceinte, on vous invitait à aller télécharger la playlist détente qui se trouvait dans la box, sur le site, pardon. Et ce site était construit de façon à la fois distraire là aussi nos cibles avec tout un tas de contenus ludiques. On a notamment déployé un jeu complètement en lien justement avec le cloud, mais également des contenus éducatifs sur cette nouvelle norme, etc. Et le point d'orgue de cette campagne était un événement où se relayait là aussi, donc on arrivait finalement à une rencontre physique à la fin également, où se relayaient là aussi des animations de type massage, etc. Enfin, tout était extrêmement cohérent dans le message. Donc à la fois un ton sérieux du contenu, mais surtout aussi une approche décalée qui était plutôt implicite. Qui permettait d'accrocher. Alors, Mickaël, le déploiement chez la Poste en matière d'ABM, ça s'est déroulé comment? Est-ce que ça a été compliqué à mettre en place? Parce que ça ne se déploie pas comme ça, l'ABM. Il y a vraiment toute une analyse en amont hein, sur la data, sur les personnes qu'on veut cibler. On est vraiment
la stratégie? Alors oui, tout à fait. Alors ça n'a pas été simple parce qu'on était déjà bien parti et lancé sur de l'inbound, donc avec la stratégie dont on a parlé tout à l'heure sur cet axe. Et on a décidé, avec le marketing de la BU Média, de tester l'ABM, notamment par une approche par verticale client. Et l'exemple que je voulais souligner là, c'était la grande conso, donc les marques FMCG, chez lesquelles on a une très très faible pénétration de nos solutions marketing, communication, data. Et on a donc pu capitaliser sur quelques commerciaux et non pas les 2000, parce que là ça aurait été assez lourd à mettre en œuvre très rapidement, avec un gros travail à la fois sur la connaissance de ces cibles et de leurs problématiques, donc travailler sur leurs irritants tout de suite. Et donc, on a ciblé à la fois les directions commerciales et les directions marketing. Et il a fallu donc créer des contenus et des accroches spécifiques pour ces deux métiers dans la grande conso. Mais également, il a fallu un gros travail de les identifier. Parce que malgré tout, ils n'étaient pas dans le radar tous. La directrice marketing d'une marque de pâte à tartiner n'était pas identifiée comme un prospect majeur chez nous, parce que étant un non-consommateur de nos solutions courrier, par exemple. Donc il y a eu un gros travail dessus qui a été réalisé grâce aux équipes commerciales qui ont été investies et ont compris tout l'intérêt de l'ABM. Parce que quand on descend au niveau le plus bas de la hiérarchie, j'ai envie de vous dire, le commercial, lui, peu importe le client, il faut qu'il signe, il faut qu'il aille chercher des nouveaux business ne serait-ce que pour l'intérêt même de son métier. On est tous des chasseurs quelque part dans l'âme quand on est commercial, donc on est toujours friand de toutes ces nouvelles solutions. Et donc l'approche qui a été bâtie sur la grande conso, ça a été justement ce que je vous disais tout à l'heure, travailler sur l'envoi de box d'échantillons pour que le destinataire puisse lui-même se transposer. Et oui, je pourrais envoyer des échantillons à des consommateurs. Et voilà l'effet que ça génère, l'émotion, l'envie, l'encouragement à en savoir plus sur cette marque qui m'interpelle. Et également, et ça c'est les équipes de Winbound qui nous ont bien aidés là-dessus, c'est également flatter quelque part le destinataire. Donc là aussi de la créativité et envoyer par exemple des fakes d'articles dans des magazines professionnels en mettant en avant le destinataire sur sa nouvelle stratégie direct au consumer ou sur un lancement réussi d'un produit avec des envois de catalogues ultra ciblés sur une data, etc. De façon à ce que lui-même puisse se dire je peux le faire, ça peut servir les intérêts bien évidemment de mon entreprise et de mes objectifs, mais également personnellement, ça peut me permettre d'émerger vis-à-vis de mes concurrents et d'attirer encore plus soit des talents, on parlait tout à l'heure avec Emmanuel de la difficulté d'attirer des talents, ou soit même attirer d'autres prestataires et partenaires. Donc ça pourrait servir à mes deux intérêts. Et donc on en est à ce stade. On a été obligé d'arrêter à cause du Covid, puisque les envois de box avec toutes les marques qui sont en télétravail, ça aurait été compliqué, donc ça aurait fait un effet pchit. Donc tout est prêt, tout est dans les starting blocks. On a du contenu, on a créé des livres blancs ad hoc, spécifiquement pour une marque, pour un de ses irritants. Mais j'ai envie de vous dire, pour l'instant, on les retient comme ça et on espère vite être déconfinés et les envoyer. Moi, je retiens que sur les deux expériences, il y a quand même cette volonté de surprendre, cette volonté de flatter aussi, parce que quand on est surpris, c'est qu'on a l'impression aussi que ça nous est adressé qu'à nous, en tout cas qu'on n'a pas vécu cette expérience ailleurs. Et puis, il y a cet aspect nouveauté. À les écouter, Isabelle, on a l'impression que l'ABM, c'est le futur du marketing et qu'on ne fera plus que de l'ABM dans les mois et les années qui viennent. Je crois que ça répond à des enjeux forts. On l'a vu par rapport à l'adaptation que nécessitent aujourd'hui les évolutions du marché. Ça répond à un besoin de personnalisation, de tout ce qui est évoqué là,
c'est finalement de la symétrie des attentions. Ouais. On apporte une attention particulière à un public et on attend de lui qu'il nous apporte la même pour la marque. Pour autant, je crois qu'il faut prendre conscience, et on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a différentes stratégies qui s'adaptent à différents marchés. L'ABM, Sangram Vajre, qui est le CEO de Terminus, a fait un livre qui s'appelle justement ABM is B2B. Il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire que l'ABM est une réponse, oui. Il faut juste bien calculer, parce qu'on l'a vu, ça demande beaucoup d'implication des équipes, des efforts de création de contenu, des efforts de création de stratégie. Il faut qu'on aille chercher des comptes extrêmement pertinents, extrêmement stratégiques pour l'entreprise, et donc de bien calculer le ROI. Donc oui, bien sûr, tout le monde peut adopter l'ABM, bien calculer effectivement la balance entre l'investissement sur la stratégie qu'on monte et le retour sur l'investissement. Merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup Emmanuel, merci beaucoup Michael. Cette table ronde touche à sa fin. On vous remercie pour vos éclairages, vos retours d'expérience. On a appris pas mal de choses, mine de rien. Pas mal de choses sur l'ABM. Ça a l'air beaucoup moins... alors, ça reste compliqué, mais on met maintenant des mots derrière ces trois lettres. C'est un vrai enthousiasme en tout cas, et il y a plein de choses encore à créer. Et on l'a dit, créativité, innovation, il y a encore un terrain de jeu vraiment très chouette à découvrir. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Salut. Merci. Salut. Au revoir. Au revoir.